Ravie de vous accueillir. On a plein de choses à vous dire. Je vais vous expliquer un petit peu l'objet de ces conférences, parce que là, aujourd'hui, on va vraiment inaugurer. On va inaugurer un cycle de conférences autour de la thérapie cognitive processuelle. Alors justement, parmi vous, il y en a qui la connaissent déjà, et puis il y en a qui vont la découvrir, j'imagine. Donc, on verra, on vous expliquera. C'est Mathieu qui va aujourd'hui surtout faire cette présentation. Mathieu Bourlier, que vous voyez sûrement quelque part dans une des petites fenêtres de votre écran. Voilà. Coucou. Donc, on inaugure ce cycle. On va vous parler de cette approche TCC qui est aujourd'hui pratiquée par de plus en plus de thérapeutes dans le monde. Le but, vraiment, c'est de partager avec vous nos expériences autour de cette approche. Vous allez voir que cette approche, quand on commence à la maîtriser, elle change vraiment la vie des collègues, des thérapeutes, mais aussi des patients. C'est le but. Et du coup, il y a pas mal de personnes parmi vous qui la pratiquent déjà. Si vous avez envie tout à l'heure d'intervenir, ça sera avec grand plaisir. Donc, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Anne-Françoise Chaffron, je suis psychologue clinicienne. Je suis également l'auteur d'un certain nombre de livres en TCC. Je suis formatrice également et superviseuse. Et je travaille dans les Hauts-de-Seine, à Montrouge, à Paris, dans un cabinet libéral. Et j'ai la chance d'avoir 4 collaborateurs formidables avec moi, dont Mathieu, dont vous allez faire la connaissance aujourd'hui. Et voilà, donc mon but vraiment aujourd'hui, c'est de faire partager cette technique, la thérapie cognitive processuelle, aux collègues de langue française. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu dans ce sens aussi qu'on organise ces conférences. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, on a une chance, on a une grande chance, c'est qu'on a parmi nous aussi le créateur de cette technique qui s'appelle le professeur Irismar Reis de Oliveira. Voilà, coucou Irismar. Je ne suis pas sûre que Irismar va beaucoup parler ce soir parce qu'il a une extinction de voix malheureusement. Et il m'a dit qu'il n'était peut-être pas forcément en mesure de parler aujourd'hui, mais de toute façon, ça sera l'occasion de le réinviter à nos prochaines conférences. Donc, si Irismar, tu ne peux pas parler aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Ça sera encore plus attendu lorsqu'on se retrouvera une autre fois. Donc, voilà, je me suis présentée. Je vais vous présenter Mathieu avant de lui donner la parole. Donc, Mathieu Bourlier, psychologue, travaille donc dans notre cabinet à Montrouge. J'ai eu le plaisir d'accueillir Mathieu au cabinet et puis de le former aussi à la thérapie cognitive processuelle il y a 3 ans et demi à peu près. Hein, c'est ça, Mathieu, si je ne me trompe pas, environ. Et donc, aujourd'hui, il va vous montrer comment il pratique. Il va vous montrer un petit peu comment il travaillait avant de pratiquer la TCP. Alors, on dit TCP parce que ça va plus vite que thérapie cognitive processuelle. Il vous parlera un petit peu de comment il travaillait avant et comment il travaille maintenant. Et puis, il vous montrera aussi comment finalement cette approche a vraiment transformé sa pratique. Et il a vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, son exposé va durer à peu près une demi-heure. Et puis, ensuite, on gardera une demi-heure pour échanger avec vous, pour répondre à toutes vos questions. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, je crois que j'ai tout dit, hein, à peu près. Et surtout, alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant l'intervention de Mathieu. Comme ça, moi, je vais récupérer vos questions pendant ce temps-là et puis je les lui poserai et puis on y répondra aussi ensemble, de toute façon, suite à son intervention. Donc, voilà. Donc, voilà, laissez bien vos micros peut-être fermés pendant l'intervention pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite, mais surtout, n'hésitez pas à mettre vos questions et comme ça, on y répondra avec plaisir. Est-ce que tu es prêt, Mathieu? Oui. C'est tout bon. C'est tout bon. C'est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très, très, très heureux ce soir de pouvoir parler de la TCP avec vous. Je remercie encore Anne-Françoise de sa confiance pour m'autoriser à parler de mon expérience. Quand elle m'a demandé si je voulais bien toucher un petit mot, je lui ai dit que oui.
c'était un honneur, mais c'est surtout même un devoir. Je lui avais dit parce que j'ai vraiment vu dans ma pratique la différence entre avant et après la formation en TCP. Donc, je trouvais que c'était quand même très important pour celles et ceux qui ne sont pas formés, si ça peut leur apporter quelque chose, et j'en suis persuadé, de communiquer autour justement de la thérapie cognitive processuelle. Alors déjà, les deux différences majeures que j'ai vues dans l'avant-après, la première, c'était au niveau des compétences. J'ai vraiment vu là que dans mes prises en charge, c'était plus clair et je pense qu'après, je suis devenu un meilleur thérapeute. En tout cas, je l'espère. Après, il faut demander aux personnes que j'accompagne. Mais je pense quand même que ça a considérablement amélioré ma pratique et ça a aussi considérablement amélioré mon bien-être au travail. J'ai préparé du coup une petite présentation justement pour étayer tout ce que je vais vous raconter. Alors, je la charge. Hop. Anne-Françoise, tu vas me dire si c'est bien Oui. affiché, si tu veux bien. Hop. Tac. Est-ce que c'est bon? Ça va arriver, je pense. Oui, c'est bon. Tout le monde voit bien, je pense. Super. Alors, pour comprendre un petit peu le avant-après TCP, je fais une petite mise en contexte de comment j'ai démarré mon travail en tant que thérapeute. Donc, il y a un petit peu plus de 5 ans maintenant, je suis enfin diplômé et je deviens psychologue clinicien. Comme beaucoup, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, je deviens psychologue clinicien. Je travaille un jour par semaine au début en libéral. Je suis en même temps en formation à la FTCC en deuxième année. Donc, s'il y en a qui ne sont pas TCCistes ce soir, c'est l'Association française des thérapies comportementales et cognitives. Et je participe à des groupes d'intervision. Donc, je ne suis pas complètement isolé, mais je ne suis pas encore supervisé régulièrement. Voilà, je suis un peu quand même dans mon bureau le samedi, je me débrouille. Au travers de mes premières prises en charge, alors au début, ça se passe bien. Ça se passe très, très bien même. Je suis enfin psychologue, j'ai toute la tenue, je vais au travail, j'écoute les gens. Donc, je suis très, très heureux d'enfin pouvoir pratiquer après toutes ces années. Les premières prises en charge se passent plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, ça avance, l'alliance thérapeutique démarre. Je commence à avoir les premiers remerciements de certains patients et de certaines patientes. On commence même à me recommander, donc là c'est vraiment super, c'est des petites victoires à chaque fois. Bref, la patientèle se fait petit à petit. Au bout de quelques mois, il commence par contre à venir s'ajouter à ça, ça continue à bien se passer, mais il commence à y avoir des petites problématiques qui s'installent dans ma pratique. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Les premières difficultés que j'ai commencé à rencontrer, c'était avec ces patients pour qui ça commençait à faire plusieurs semaines, plusieurs mois avec qui on travaillait. C'était la sensation de refaire un peu toujours la même séance. C'est-à-dire que ça bloquait. Il y avait vraiment quelque chose qui faisait que ça bloquait. La psychoéducation était comprise, la restructuration cognitive, pour parler un peu sur des termes TCC, elle était comprise, ça avançait, la nécessité des expositions était bien comprise, mais ça tournait en rond, donc j'avais tendance à faire et à refaire de la psychoéducation. On se comprenait, mais ça bloquait. Du coup, j'avais le sentiment de démarrer beaucoup de choses avec certains patients, mais de jamais vraiment arriver à les finir. Un coup, on était plutôt dans du soutien parce qu'il y avait quelque chose de particulier. Puis la fois d'après, on décide de partir sur un axe un peu cognitif. On part dedans, mais entre-temps, il y a autre chose. Bref, je me perdais un peu quand même dans certaines prises en charge. Du coup, il commence à tomber les premiers écueils où j'ai tenté de convaincre. D'ailleurs, je peux encore y tomber, ça peut encore m'arriver. Où on essaie de dire, bon voilà, allez, on y va, on essaye de bosser un petit peu en fait pour les patients parce qu'on veut les aider, parce qu'on sent qu'ils sont en difficulté. Mais donc, tout ça, ça a généré de plus en plus un espèce de stress de fond dans mon travail, alors que j'aimais toujours mon travail, mais je commençais à stresser un peu plus en fonction des patients que j'allais avoir, etc., alors même que l'alliance thérapeutique pouvait être très bonne. Donc, j'ai commencé à ressentir un flou dans mon sentiment d'auto-efficacité. Je remettais un peu en question, est-ce que vraiment je suis thérapeutique, est-ce que je ne le suis pas, où est-ce qu'on en est? J'avais des retours positifs, mais en même temps, je voyais que ça tournait un peu en rond, donc je ne savais plus trop. La sensation que j'avais, c'était en fait de disposer de plein d'outils.
C'est vrai qu'on parle souvent des outils en TCC. Hein. J'ai la sensation de disposer plein d'outils de par ma formation, de par ce que m'apportaient les enseignements de la FTCC. J'avais vraiment plein de choses, mais j'avais du mal en fait à avoir une vision globale de certaines prises en charge. On était un peu sur des séances one-shot. Elles étaient appréciées, mais je ne savais pas trop où j'allais. Donc, si déjà je devais résumer en une image ce que m'a apporté la formation en thérapie cognitive processuelle, ça serait celle-là. Avant, j'avais plein d'outils, et des très bons outils d'ailleurs, hein, des FACOM, hein, pour celles et ceux qui connaissent, garantie à vie, on était bon, c'était très bien. Mais je ne savais plus trop quand c'est qu'on en sortait un, quand c'est qu'on en prenait un autre. Avec la TCP, tout ça, c'est devenu beaucoup plus clair. Ça me fait un petit peu la même sensation, vous savez, quand on est trop près d'un tableau et qu'on prend du recul. Là, d'un coup, il y avait quelque chose qui devenait beaucoup plus clair. Alors concrètement, qu'est-ce que m'a apporté hein, dans mon expérience à moi, bien sûr, hein, cette formation? Déjà, ça m'a donné une vision globale de mes prises en charge. C'est-à-dire que même au début du travail, je savais dans les grandes lignes, bien sûr, on adapte après en fonction des difficultés, mais je savais, voilà, la thérapie, elle allait partir vers là, il va y avoir différentes étapes que je dois franchir, qu'on doit comprendre, qu'on doit interroger. Donc déjà, ça a été quelque chose de libérateur dans mes prises en charge, puisque je savais où on allait. Si ça bloquait un moment, on savait pourquoi ça bloquait, et ça, c'était déjà quand même pas rien. Le deuxième point qui a été quand même extrêmement libérateur, c'est de me proposer une approche transdiagnostique. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas réfléchir avec les diagnostics, etc. Pas du tout. Mais avant, c'est vrai que j'étais vraiment beaucoup plus bloqué sur la question du diagnostic. Alors du coup, comment on fait quand il y a de l'anxiété, mais il y a des traits traumatiques, et puis en même temps, on sent qu'il y a un blocage sur ça. On commence par quoi? On fait quoi? Dans beaucoup de prises en charge, en fait, je me suis rendu compte qu'avoir une réponse nette à cette question-là n'était déjà pas toujours possible, mais peut-être pas toujours nécessaire, en fait. Donc, cette nouvelle approche a permis de relancer beaucoup de prises en charge dans lesquelles je butais. La TCP, elle m'a apporté aussi un ensemble d'outils qui est déjà connu en TCC. Hein. Sur ça, il n'y a pas de nouveau, ça ne sort pas de nulle part. Par contre, ils ont été, selon moi, clairement améliorés. C'est-à-dire que les outils de restructuration cognitive, les outils de gestion de la culpabilité, tout un tas d'outils en fait qui sont connus ont été développés pour offrir justement un protocole, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais une démarche en fait des étapes qui sont du coup beaucoup plus claires pour le thérapeute que j'étais et pour les patients. Donc à chaque fois, ça fait office de psychoéducation en plus. Donc déjà, c'était vraiment un changement dans la pratique pour sortir un peu des simples colonnes de bec, entre guillemets, hein, comme les TCCI sauront, hein, où on fait voilà, les colonnes classiques, et puis des fois, on ne sait pas trop quoi en faire par la suite. Donc, tous ces avantages, ils ont entraîné, et ça m'a vraiment étonné, j'en avais parlé à l'époque, assez rapidement, j'ai eu beaucoup moins de stress à venir au travail. Et ça m'a vraiment étonné de voir quand même en seulement quelques jours, quelques semaines, vu que ça remettait au clair beaucoup de prises en charge, j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à revenir justement faire ces prises en charge un petit peu plus difficiles. Donc, j'ai noté une amélioration aussi notable et mesurable, surtout du travail, puisque la TCP amène quand même cette donnée. Alors, on aime bien les pourcentages, hein, on est un peu obsessionnel sur les pourcentages en TCC. Ben là, on l'est toujours, mais on a vraiment des étapes et des évaluations qui sont très intéressantes pour voir en fait concrètement quelle est l'évolution en fait du travail avec notre patient et pour pouvoir en parler avec aussi. Donc, c'est moins de stress pour nous, c'est moins de stress et moins d'anxiété aussi pour les patients parce qu'on sait où on va en fait. Et enfin, et alors ça, pas des moindres, ça m'a apporté une analyse fonctionnelle qui fonctionne. Alors, je m'explique. Hein. Je ne rentre pas en guerre contre les SORC, les CK, etc. Donc, les analyses fonctionnelles, je vais revoir un petit peu ce que c'est s'il y en a qui ne sont pas formés en TCC. Mais globalement, la problématique que j'avais avec les analyses fonctionnelles classiques, c'est que une fois sur deux, une fois sur trois, j'en sais rien, je ne savais pas trop quoi en faire en fait des données. C'est-à-dire qu'à la fois, j'avais plein d'infos, mais je ne savais pas forcément quoi en faire. Et à la fois, j'expliquais au patient ou à la patiente. Et ce n'était pas hyper clair en fait pour le patient ce que je disais. Puis au final, on passe à autre chose. Donc au final, ça me donnait des informations que j'avais du mal à exploiter. Là, dans la TCP, il y a une analyse fonctionnelle spécifique que je vais vous présenter qui s'appelle le diagramme de conceptualisation.
Alors, ce diagramme, je l'ai un petit peu simplifié pour qu'on le voit justement ensemble ce soir. Ce diagramme, il a plusieurs fonctions et si je vous le présente, c'est parce que pour moi, c'est un petit peu la pierre angulaire de la TCP. Quand on a bien capté le diagramme, après, on est sur des rails, ça roule. Donc, ce diagramme, il fait office d'analyse fonctionnelle. Si je résume, sans rentrer dans les débats sur l'analyse fonctionnelle, on pourrait dire que ça nous aide à mieux comprendre quelles sont les situations déclencheuses, les situations problèmes pour nos patients et quels sont les facteurs de maintien de ce problème. Pourquoi le patient se retrouve systématiquement à reproduire, à ne pas arriver à sortir de cette situation. Si la personne elle rencontre une difficulté une fois, à moins que ça soit un trauma, a priori, il n'y a pas de raison qu'on fasse une thérapie. Là, on comprend beaucoup mieux justement le pourquoi en fait ça se reproduit selon moi avec ce diagramme. Donc, ça fait office d'analyse fonctionnelle. Ça fait office de psychoéducation pour le patient. On le présente sur en général 2 séances avec le patient ou la patiente et du coup, ça va vraiment permettre aux patients, et ça j'ai vu la différence avant-après, là, mes patients et mes patientes à l'heure actuelle aujourd'hui sont capables d'expliquer quel est leur fonctionnement. Je pense qu'avant la formation en TCP, ce n'était pas le cas. Je pense que ça restait quand même assez flou dans leur idée parce que j'expliquais probablement pas bien, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais là, c'est beaucoup plus clair aujourd'hui. En troisième point, ça fait office aussi de formulation de cas. C'est-à-dire qu'on comprend mieux le fonctionnement global, le processus en fait, les processus qui se cachent derrière le fonctionnement des patients. Et ça, pouvoir leur expliquer en fait au-delà d'une situation isolée, oui, en fait, si vous vous comportez comme ça depuis des années, si ça, vous n'arrivez pas à arrêter de faire ça, ou à l'inverse, à vous mettre à faire ça, c'est pas que vous êtes bête, c'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, qui tourne pas rond. En fait, on va voir que c'est logique par rapport à la formulation de cas. Et enfin, ce diagramme de conceptualisation, on va le voir, il apporte une donnée qui est, je pense, trop mise de côté en TCC à l'heure actuelle et qui a expliqué en fait beaucoup de blocages dans mes prises en charge. Donc, je vais vous présenter justement tout de suite. Juste avant, pour vous montrer, vous voyez, il y a 3 niveaux dans ce diagramme de conceptualisation. Ces 3 niveaux, ils vont correspondre au niveau de conscience en fait du fonctionnement du patient pour lui-même. Si je caricature un petit peu, le niveau 1, on est au niveau assez conscient. À ce niveau-là, on voit à peu près ce qui se passe. Et plus on va descendre dans les niveaux, plus on va être dans les niveaux inconscients du traitement de l'information du patient, de sa manière de fonctionner. Donc, avec ce diagramme, au niveau 1, on est sur un travail beaucoup plus thérapie cognitive, classique, comme on connaît en thérapie cognitive, du coup, j'allais dire en TCC, mais en thérapie cognitive, donc avec les colonnes de Beck, la restructuration cognitive, tous ces outils. Quand on descend au niveau 2, on va rentrer au niveau beaucoup plus thérapie comportementale et aussi au niveau donc des facteurs de maintien. Ça, ce niveau, il a été redoutable pour moi quand j'ai mieux compris comment ça fonctionnait, c'est-à-dire le pourquoi en fait le patient continue ce comportement. Quelle est en fait la fonction de ce comportement qui l'amène le plus souvent en travail thérapeutique, mais qui n'arrive pas ou qu'elle n'arrive pas à changer. Donc là, jusqu'ici, on est dans la TCC telle qu'on la connaît, qui est en place. La grande révolution, le gros changement qu'il y a eu dans ma pratique, c'est le niveau 3. Et en fait, pour moi, au niveau 3, on a accès en fait à ce qu'on pourrait dire de manière générale la thérapie des schémas. Alors, on parle plus de croyances centrales négatives dans la TCP, mais en fait, ce niveau-là, j'avais pas d'outils en fait avant pour aller travailler directement dessus. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais ma thérapie cognitive, ma thérapie comportementale, et parfois, c'est vrai que ça fonctionne très bien, parfois, il n'y a pas de problématique, mais quand même, j'avais beaucoup de patients pour qui il manquait ce niveau 3. Alors, pourquoi ce niveau 3, il est fondamental et pourquoi je suis très heureux de vous en parler ce soir? Parce que ça a vraiment été une claque quand j'ai pris conscience de ça à l'époque. Si on se refait un tout petit peu d'histoire, je vous promets, il n'y a qu'une seule phrase pour ne pas vous embêter, mais c'est très important. En fait, déjà, Jung, à l'époque, c'est dans son bouquin sur la thérapie des schémas, et je trouve que c'est génial, la thérapie des schémas. Déjà, à l'époque, il disait justement qu'il développait la thérapie des schémas parce qu'il y avait beaucoup de patients qui présentaient justement, qui ne répondaient pas, qui résistaient au travail cognitivo-comportemental classique. Mais ça, ce n'est pas nouveau, ça fait 30 ans en fait qu'on le sait.
Et donc, on se dit, mais en fait, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est isolé? Est-ce que c'est vraiment des cas particuliers ou pas? Pour répondre à cette question, je me suis amusé de janvier dernier à mai dernier. J'ai repris tous mes bilans psychologiques que j'ai fait sur les patients qui se sont présentés dans ma consultation. Et au cabinet, on leur fait passer un bilan systématique. Donc, ils passent tous le questionnaire de Jung des 232 questions. Donc, ils sont costauds. Je les remercie à chaque fois. Environ un poil moins de 80% des patients qui se sont présentés en première intention en cabinet libéral, donc dans ma consultation, présentaient au moins un schéma précoce inadapté. Et on sait que ces schémas sont un facteur de résistance, en fait, au changement. Donc, c'est là où il y a quelque chose qui bloquait par rapport à ça, c'est que je n'avais pas d'outil direct pour travailler là-dessus. Mais pourtant, on voit que c'est quand même assez récurrent finalement. C'est peut-être pas si anodin que ça. Donc, j'ai trouvé que c'était un constat très étonnant, d'autant que moi, j'ai eu la chance, en arrivant au cabinet, d'être tout de suite formé à la TCP. Mais je trouvais que c'était assez étonnant que, justement, quand on parlait des schémas, on nous disait allez vous former en thérapie des schémas. Et ce que je comprends tout à fait, je le redis, c'est génial. Hein, j'ai des amis qui sont formés, on en parle, c'est très bien. Mais c'était un peu étonnant qu'on doive aller se former à la thérapie des schémas qui est cousine, on pourrait dire peut-être à la TCC, ça c'est toujours un débat, on s'en moque, alors qu'on a une méthode validée scientifiquement en TCC qui bosse là-dessus. Et là, je me suis dit, bon, il y a quand même un truc qui tourne pas rond. Donc, c'est pour ça que j'estimais que c'était quand même important de pouvoir faire un retour sur ce point-là. Du coup, je vous propose de vous présenter le cas de Thomas pour vous un petit peu étayer, que ça soit un peu plus concret quand même, cette avant-après, dans une prise en charge en fait, juste sur le diagnostic, sur le diagramme de conceptualisation. Donc, ça, c'est le cas de Thomas. Présente justement en consultation, alors pour une anxiété sociale, voilà, pour des problématiques d'ordre social, et sa situation, c'est qu'il doit, donc on a rempli le niveau 1 déjà ensemble, hein, il doit faire une présentation en réunion d'équipe. Cette situation, elle génère une très forte angoisse chez lui. C'est-à-dire que là, il voit quand même, quand on en parle ensemble, il voit quand même qu'il y a quelque chose d'exagéré, c'est trop fort, il y a quelque chose qui ne va pas. On arrive à identifier dans le travail que ça génère la pensée automatique « je ne suis pas capable de parler devant les autres ». Ça, quand même, il y croit fort hein, à cette pensée-là. Il y croit quand même à 85%. Donc, il y a quand même un gros défaut de confiance en soi. Et on trouve le comportement qui est « je trouve une excuse pour ne pas y aller », avec toutes les sensations corporelles associées, le cœur qui bat fort, les tremblements, etc. Donc, il vient en consultation pour ça, hein, parce qu'il dit « voilà, là, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui est trop fort, ça ne va pas, je ne progresse plus dans mon travail, on me donne de moins en moins de responsabilités. » Donc, il est au stade où il n'arrive pas à faire autrement. Mais oui, il est en difficulté. Donc là, on est sur le niveau 1, hein, sur le niveau un peu des colonnes de bec, on comprend ce qui est en train de se passer. On travaille au niveau 2 et on comprend que ce comportement, c'est un comportement de sécurité pour lui. C'est assez classique, hein, il a un comportement d'évitement, mais là, il comprend maintenant, il arrête de se flageller en se disant « je suis nul, je suis nul, je suis nul ». Ça, c'est important hein, pour les patients de comprendre « ah, mais en fait, il y a une logique derrière ça, je ne suis peut-être pas si nul que ça ». Et on trouve cette règle qu'il a dans sa tête, alors c'est des abus de langage, mais cette espèce de croyance qu'il a au niveau inconscient, en fait, et qui prédétermine en fait ses comportements. Il pense que s'il prend la parole, alors c'est sûr, hein, là il va perdre ses moyens et il va se taper la honte, il va se ridiculiser. Et donc, il comprend mieux que tant qu'il y aura cette croyance-là, ça va être compliqué en fait de faire bouger le reste, parce que son cerveau il dira toujours non, dans le doute, ce coup-ci, dit encore non, etc. Donc, avant, qu'est-ce que j'aurais fait? Restructuration cognitive, on apprend les distorsions cognitives, on travaille sur tous ces domaines-là, on redonne un peu confiance, puis de l'exposition, on dit voilà, on va commencer à essayer et ça peut débloquer, mais le plus souvent, en fait, ça ne va pas débloquer vraiment la situation, ça va résister. Le patient se met en échec, on se met en échec et donc le stress augmente et on est en difficulté. Donc, avec le diagramme, on a avec Thomas cherché ce qui se passait au niveau 3. Qu'est-ce qui se passe en fait au plus profond? Qu'est-ce que cette situation vient réveiller chez lui comme croyance sur lui? Et là, en fait, on a trouvé qu'il avait la croyance centrale négative d'être inadapté. Et là, quand on active ça, il y a des techniques hein, dans la formation justement pour apprendre à activer ça avec des patients. Il faut contourner les mécanismes de défense, il faut y aller. Là, il se passe des choses. Hein. Là, au niveau émotionnel, en général, ça lâche. Hein. Là, ça pleure, c'est très compliqué. Donc, ça révèle, ça ouvre la boîte de Pandore, comme on dit.
Et là, en fait, il se rend compte qu'il a cette croyance. Et donc, voilà ce que le diagramme de conceptualisation explique, c'est qu'en fait, cette situation pour lui, elle vient réveiller quelque chose d'hyper douloureux chez lui, cette croyance-là, en fait, qui génère beaucoup d'émotions. Parce que ça génère justement cette croyance sur lui, on voit du coup que la pensée automatique qui émerge, elle est logique. C'est-à-dire, si ça, c'est l'arbre, si on a un pommier, à un moment, on va avoir des pommes. C'est assez logique là-dedans. Et donc, les comportements de sécurité qu'il va mettre en place, du coup, il vise à le protéger de cette image des jardins. Et donc, on avait beau lui dire, oui, mais quand même, ça vous aiderait de travailler, ça ferait ci, ça ferait ça, là, c'est des distorsions, c'est du labelling, c'est du ci, c'est du ça. Oui, il le sait, mais il y a quand même ça si on pousse trop loin. Pareil, au niveau des comportements de sécurité, oui, Mathieu, je sais que ça serait bien, mais pour lui activer ça, c'est beaucoup trop difficile. Donc, avec Thomas, justement, on fait ce travail de thérapie cognitive processuelle et on a travaillé justement au niveau des différents dans quelques séances. Il a fait les exercices entre les séances. Et voilà le type de diagramme de conceptualisation qu'on obtient après, justement, que ce travail a été mis en place. Donc, on garde la même situation. Il doit toujours faire une présentation. Alors, c'est une nouvelle, bien sûr. On lui repropose de faire une présentation quelques semaines, quelques mois après. Et là, déjà, quand on l'interroge, on voit que la croyance centrale négative, déjà, elle a été considérablement flexibilisée. Elle est tombée à 15%. Donc, il reste un petit fond, etc., mais c'est plus problématique pour lui. À côté de ça, on est venu travailler une croyance centrale dite positive, beaucoup plus adaptée. Il a eu un travail à faire séance entre les séances pour venir creuser ça. C'est une espèce de restructuration cognitive extrêmement profonde. Et du coup, on voit qu'il se met en fait à se dire, ouais, en fait, ça va, je fonctionne bien, je fonctionne normalement. Et donc, on a vu par la suite, quand il a bien voulu justement réfléchir à ce qu'il pensait, d'ailleurs, ça étonne souvent les patients, ils disent, mais en fait, c'est bizarre, je me suis mis à me dire ça, etc. Là, il s'est dit qu'il allait faire de son mieux pour faire une bonne présentation. Du coup, ça a généré du stress un petit peu, c'est normal. C'est une présentation, mais c'était plus exagéré comme avant. Et donc, il a travaillé pour essayer de faire une bonne présentation. Et c'est là où on voit que le comportement de sécurité, peu à peu, s'est éteint. Donc là, on a réussi à avancer avec Thomas, à modifier justement tout ça, mais en travaillant avec les outils TCC, TCP. Voilà, ça c'est un petit exemple que je trouve assez significatif de ce qui se passe en fait dans les prises en charge en TCP. Et donc, si je devais résumer vraiment une phrase, puisque j'ai réfléchi pour cette présentation, qu'est-ce que j'ai envie de dire en fait, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est qu'en fait, la TCC des schémas, elle existe et ça s'appelle la thérapie cognitive processuelle. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Je redonne la parole du coup à Anne-Françoise. Merci Mathieu. Est-ce que vous m'entendez toujours là? Je pense que c'est bon. Merci beaucoup Mathieu. Merci pour la clarté en tout cas de mon point de vue, la clarté de ton exposé. Bien sûr, j'espère que ça l'est tout autant pour les collègues parmi vous qui peut-être n'avaient jamais entendu parler de cette thérapie ou qui ne connaissaient pas cette thérapie. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, c'est bon. D'un coup, je vous avais perdu, mais tout le monde est là. Tout le monde entend encore? C'est bon. Et du coup, écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas spontanément, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à poser à Mathieu sur tout ça, évidemment, il vous a fait un exposé rapide. On aurait tellement de choses à vous dire qu'on pourrait prendre des journées et des journées. Merci Rismar, merci pour tes félicitations. Je pense que ça nous touche et ça doit toucher beaucoup Mathieu. Et vraiment, quand c'est le maître qui vous félicite, forcément, vous avez un petit pincement au cœur. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des réflexions à faire, des choses que vous aimeriez qu'on approfondisse. En tout cas, on est vraiment disponible pour vous. J'ai une question. Oui, Milena. Bonjour. Avec cette thérapie, ce qui est intéressant, c'est aussi que beaucoup de patients sont vraiment curieux de développer tout de suite la pensée positive sur eux, je veux dire le schéma positif. Et en fait, à la fin de la séance, moi, je trouve que certains patients très difficiles
en fait, ils sont très curieux de dire bah, c'est là où je dois travailler et qu'est-ce que je peux avoir tout de suite comme schéma positif. C'est le constat que j'ai qui n'arrive pas avec les colonnes de Beck, qui n'arrive pas autrement. Voilà. Ouais, ouais. Et toi, Milena, tu utilises régulièrement la TCP? Oui, j'utilise régulièrement. Ça dépend des patients, parce que forcément, ça dépend aussi là où je suis, parce qu'à l'hôpital, voilà, il faut quand même un suivi régulier du patient pour cette approche-là. Mais je trouve que ce qui, moi, me fascine, c'est cette envie de tout de suite travailler sur un schéma positif, ce qui est dans les becs, quand on travaille sur les pensées positives, il n'y a pas cette envie-là. Ouais. Et là, on voit vraiment que le patient dit, voilà, ça y est, j'ai envie, je suis prête. Ça, on a une meilleure qualité, enfin, c'est ça que tu veux dire, Milena. Moi, je le traduirais par on a une meilleure qualité d'alliance thérapeutique, ouais. d'une part. Et comme on a une meilleure qualité de psychoéducation aussi, tout au long du diagramme, le patient comprend tous ces rouages, tout ce cercle vicieux à 3 niveaux qui se joue pour lui. Le patient devient vraiment expert. Le patient comprend vraiment ce qui se joue à tous ces niveaux dans son cerveau. Et comme il comprend, ensuite on va lui proposer un plan thérapeutique qui est issu de ce diagramme, puisqu'on va travailler aux 3 niveaux aussi après avec lui. Comme il comprend, il va nous suivre, mais vraiment les yeux fermés. C'est-à-dire qu'on va lui dire, mais vous savez qu'un jour, cette croyance négative, elle sera tellement assouplie qu'il y aura une croyance positive qui va venir la remplacer. Et là, ça pourrait sembler de la science-fiction pour lui, mais en fin de compte, il sent qu'on va l'amener vers ça, en fait. Et on l'amène, en effet, vers ça, jusqu'à ce que toute sa vie change, en fait. Par exemple, pour vous donner des exemples qu'on retrouve beaucoup dans les croyances centrales négatives, celles qu'on retrouve le plus souvent et qui sont vraiment les plus douloureuses chez les patients, c'est « je ne suis pas aimable », c'est-à-dire on ne peut pas m'aimer, je ne suis pas une personne qu'on peut aimer. Ça, c'est quand même très douloureux, évidemment, d'avoir ça en soi. Il y a aussi des patients qui ont cette croyance très forte, je n'existe pas, je n'ai ma place nulle part. Ou alors également des croyances du type, je ne suis pas une bonne personne, je suis une mauvaise personne. Vous voyez, après, je pourrais vous faire une liste beaucoup plus longue, bien sûr, mais pour vous dire que les patients que nous avons viennent avec une souffrance terrible. Et comme cette souffrance, elle est née évidemment très tôt dans l'enfance, et comme ce sont des schémas qui ont été construits très tôt dans l'enfance, qui sont très, très précoces, ils ont cette impression, surtout quand ils sont adultes, mais même quand ils sont adolescents, ils ont cette impression que ça leur colle tellement à la peau que jamais ils pourront s'en séparer, que jamais ils pourront vivre autrement et se percevoir autrement. Et c'est ça qu'apporte la TCP, c'est que le patient découvre en fait une toute autre vision de lui-même, finalement, au bout du compte. Et comme il découvre une autre vision de lui-même, il va se comporter autrement, il va nouer des relations différentes avec les personnes autour de lui, il va moins lutter, il va être moins dans le fait de se bagarrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si je vous redonne l'exemple de « je ne suis pas aimable », une personne qui croit qu'elle n'est pas aimable, qu'on ne peut pas l'aimer, avec le schéma qu'on appelle carence affective, par exemple, ou parfois abandon dans la thérapie des schémas, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle va surcompenser. Elle va être très perfectionniste pour qu'on l'aime. Elle va être dans l'abnégation. Elle va tout accepter des autres. Elle va être dans l'assujettissement. Elle va vouloir tout bien faire, etc. Et elle va mettre une énergie folle à compenser cette image très négative d'elle-même. Mais pendant que le patient dépense cette énergie, ben, il ne s'épanouit pas, il ne grandit pas et surtout, il maintient en l'état cette croyance négative sur lui. Et donc, ce qu'apporte la TCC, c'est de casser complètement ce système-là. C'est-à-dire de reconfigurer de A à Z cette manière de fonctionner. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans un changement profond, pérenne, qui change la vie, qui transforme la vie des patients. Donc, et c'est ça que le patient ressent très rapidement une fois qu'on a fait l'analyse fonctionnelle, une fois qu'on a rempli ce diagramme avec eux, il sait qu'on va les embarquer dans cette aventure-là, en fait. Et que pas à pas, la transformation va se faire.
pas à pas, c'est-à-dire de manière progressive, forcément. Hein. Ça se passe vraiment de manière très socratique. Hein. On utilise beaucoup en TCC le questionnement socratique. On l'utilise encore plus en TCP pour que le patient accepte et que son cerveau, évidemment, accepte cette transformation progressive. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, vous en doutez, mais ça se fait pas à pas et petit pas par petit pas, on finit par faire un énorme pas et avoir des résultats assez incroyables. Donc, voilà, on vous dit les choses vraiment de manière très, très succincte, évidemment, mais on vous expliquera, si vous voulez en savoir plus, on vous expliquera comment avoir de l'information. Est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi vous qui ont envie de prendre la parole? Anna, oui. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir Anne-Françoise. Moi, je commence juste en TCP avec mes quelques tout premiers procès et je voulais juste faire une petite remarque ce qui m'a le plus surpris là dans le début du travail, c'est que quand on commence à donner, à faire parler vraiment leurs croyances centrales négatives, ça crée chez la personne un sentiment de bienveillance qui naît assez vite. Contrairement aux colonnes de bec, on n'a pas du tout, on est plutôt dans la négociation tu parlais de convaincre tout à l'heure, c'est presque un peu ça dans les pensées alternatives. Et là, en fait, ce qui m'a le plus surpris dans ce début de travail en TCP, c'est vraiment, j'ai des patients qui à l'évaluation de l'émotion, qui me disent, là, j'ai une nouvelle émotion qui apparaît, c'est de la bienveillance et de la tristesse envers soi, ou en tout cas quelque chose comme ça de bienveillant qui commence à naître et assez rapidement, en fait. Ils ont envie de se défendre très vite. Voilà, c'était juste une petite remarque. Ouais. C'est vrai qu'ils sont très émus quand ça arrive, tout ça, et c'est très touchant. Oui. Nous aussi, on est émus d'ailleurs. Ouais. Merci de ce retour. C'est vrai que c'est un point que je n'ai pas précisé et qui me semble très important. On en avait parlé à l'époque, ça me revient maintenant justement sur ça. C'est que ce niveau 3, justement, sur lequel on va aller travailler, en fait, il nous empêche, nous aussi, les thérapeutes, de faire de l'évitement émotionnel. Et c'est ça qui est vachement intéressant, en fait, parce que très souvent, les patients sont dans l'évitement émotionnel, mais nous aussi, en fait. Malgré nous, bien sûr. Et là, en fait, on est obligé d'y aller. Donc, c'est pour ça que ça débloque aussi beaucoup de prises en charge avec les patients très cortiqués qui ont tendance à éviter malgré eux. C'est effectivement qu'en fait, on est obligé d'y aller, en fait. Et si ça ne sort pas, on sait pourquoi ça bloque, en fait. Donc, ça m'a fait penser à ça. Merci, je voulais juste compléter ce petit point que j'avais oublié de dire. Oui, merci. Je crois que je dois essayer de parler un peu. Ma voix n'est pas normale, je suis désolé. Je vais essayer quand même, mais je suis très ému. Et ta présentation a été excellente, Mathieu. Merci. Et je ne sais pas si tu as utilisé des techniques comme, par exemple, la grille de participation pour ces patients. Ouais. Mais il y a un point ici que c'est très intéressant, que ça fait en sorte que la thérapie cognitive processuelle soit différente des autres. On peut restructurer les croyances à 2 ou 3 ou 4 au même temps. Par exemple, on peut mettre dans cette technique le procès, par exemple, la croyance « je ne suis pas aimable, personne ne m'aime », en même temps que je suis inadéquate ou quelque chose comme ça. Et on peut utiliser ça au même temps. Et parfois, c'est une façon de faire en sorte que ça va plus vite. Je ne sais pas si ça aide. Et une curiosité ici, cette analyse fonctionnelle, je l'ai développée après les techniques. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire le manuel de la thérapie cognitive processuelle, il fallait un outil qui puisse mettre tout ça ensemble, les techniques ensemble. Et ça a été développé après justement l'invitation qui a quelqu'un qui m'a invité pour écrire le livre, le bouquin. Et alors je me suis dit, bon, j'ai rien qui puisse intégrer ces techniques. Alors c'est pour ça que j'ai commencé à penser à cette analyse fonctionnelle, le diagramme de conceptualisation. Je suis vraiment très désolé, je vais m'arrêter là parce que j'ai du mal à continuer. Non, merci beaucoup, merci de ce retour. Déjà, c'est super et puis bravo.
Je vous le dis parce que c'est la première fois du coup qu'on se voit. Je l'ai souvent dit à Anne-Françoise, mais bravo pour ce travail-là parce que l'avant-après a été significatif et à chaque fois on se le dit avec Anne-Françoise, c'est génial. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Donc merci pour votre travail. Merci beaucoup. Merci. On a pas mal de questions qui arrivent dans le chat. Donc, on va y répondre, évidemment. Stéphanie nous demande, est-ce que le procès est la seule technique en TCP ou est-ce qu'il y a plusieurs techniques? Il y a plein de techniques, Stéphanie, en TCP. Il y a énormément de techniques. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais vous parler après de la formation parce que j'ai eu des questions aussi sur la formation. J'ai divisé la formation en niveau 1 et niveau 2 parce qu'il y a tellement de choses à savoir et à maîtriser qu'il faut y aller. Nous, les thérapeutes, il faut apprendre pas à pas et petit à petit en même temps qu'on applique avec nos patients. Donc, voilà. Mais en fin de compte, ce qu'on peut dire, on n'a pas fait des statistiques exactes. Peut-être, Iris Marc, tu sauras mieux dire que moi, mais on peut dire quand même que la thérapie cognitive processuelle comporte au moins les 2/3, si ce n'est plus, de toutes les techniques de TCC classiques, plus le travail sur les croyances centrales négatives qui s'apparente à une thérapie des schémas. Donc, c'est extrêmement complet. Tu valides, Iris Marc, ce que je viens de dire? Oui, j'ai eu le plaisir de faire la traduction du livre de Robert Léry, ce livre qui s'appelle Les techniques de thérapie cognitive. J'ai eu l'occasion de compter les techniques et je pense que la thérapie cognitive processuelle qui a seulement 10 à 12 techniques, mais qui fait une combinaison des techniques. Par exemple, quand on utilise le procès, il y a là-dedans au moins 15 techniques sont combinées. Et c'est cette séquence qu'on fait en sorte que on puisse optimiser les techniques qui sont utilisées séparément. Mais quand on les met ensemble, ça fait une différence très grande. Oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a même pas l'impression d'utiliser autant de techniques en même temps, tellement ça devient fluide. Tellement c'est agréable et ludique. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment dit, mais on s'amuse, on fait des jeux de rôle, on fait des situations, on met en place des situations de jeu avec le patient. Donc, c'est une manière plus ludique de travailler que ce qu'on fait d'habitude et tout aussi efficace, voire plus. Parce que quand on travaille sous un angle ludique avec le patient, eh bien ça a un effet très positif, c'est que ça va venir faire disparaître, en tout cas diminuer les mécanismes de défense. Quand on joue, on est moins sur la défensive, en fait, avec le thérapeute. Et on se prend dans le jeu, on se prend au jeu. Et on oublie qu'on est en train de faire une thérapie. En tout cas, les patients, c'est ça qui se passe avec eux. Et alors qu'ils sont en train de vraiment travailler sur les structures profondes de leur cerveau, mais en s'amusant. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable aussi en TCP. C'est que nos séances sont plus agréables aussi pour nous, les thérapeutes, parce qu'on s'amuse avec nos patients, on joue avec eux et on fait de la thérapie en même temps. Donc, c'est quand même assez formidable. Je vais poser la question de Teddy qui nous demande quelles sont les formations, présentations très intéressantes donc, pour Mathieu et quelles formations sont disponibles sur la TCP. Alors, pour en savoir plus et notamment sur les formations, vous pouvez aller sur mon site internet facile à retenir, c'est annefrançoisechaperon.fr, sans cédille évidemment, dans lequel j'ai mis beaucoup d'informations. Notamment donc, la formation que je propose actuellement. C'est une formation qui est hybride en e-learning, donc sous forme de vidéos qui sont disponibles sans limite de temps, mais aussi avec un accompagnement pédagogique, c'est-à-dire des supervisions et des intervisions dans lesquelles on avance ensemble et je suis là avec vous pour vous aider à appliquer. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez regarder sur ce site-là. Et vous avez même la possibilité de prendre un petit rendez-vous téléphonique avec moi si vous avez envie qu'on en discute au téléphone, si vous êtes intéressé, si vous avez d'autres questions à poser, vous n'hésitez pas
sur le site, il y a moyen de prendre un petit rendez-vous sur un agenda électronique. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et sinon, également, vous allez trouver sur le site internet des choses en français parce qu'aujourd'hui, la littérature, elle est en anglais. Iris Marr a écrit 2 livres en anglais qui s'appellent donc Trial-Based Cognitive Therapy. Donc là, vous avez 2 livres vraiment que vous pouvez lire si vous lisez l'anglais. Je sais que Iris Marr m'en parle depuis longtemps. Je dois faire le livre en français. Je sais, Iris Marr, je l'ai dans la tête. Il faut juste trouver le temps. Mais justement, pour pouvoir patienter un petit peu, j'ai écrit un e-book quand même d'une 20aine de pages. Donc, j'ai déjà fait ça. C'est déjà mieux que rien. Qui est sur mon livre et que vous pouvez... sur mon site, pardon, que vous pouvez sur ce site anne-françoise-chaperon.fr, vous trouverez ce livre que j'ai appelé le livre blanc de la TCP et vous pouvez le télécharger et donc là il est en français et ça vous donne déjà énormément d'informations sur cette thérapie et également vous trouverez sur ce site toutes les validations scientifiques, tous les articles qui ont été publiés scientifiques. Alors évidemment, pour l'instant, tout est en anglais. Mais voilà, j'ai réuni tous les articles aujourd'hui sur la TCP que vous pourrez trouver. Alors, il y a des articles qui concernent la prise en charge des patients souffrant de TOC, souffrant de phobie sociale, d'état dépressif majeur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Iris Marr, tu peux m'aider. Troubles de stress post-traumatique. Traumatique également, voilà. Donc, il y a quand même un bon nombre d'articles qui montrent également l'intérêt scientifique de la TCP. Donc, voilà, tout ça, vous pouvez télécharger vraiment sur mon site. Tous les articles sont sur le site également. Voilà, j'ai mis le lien dans le chat, s'il y en a qui sont intéressés. Pardon? J'ai mis le lien de ton site dans le chat, s'il y en a qui sont intéressés, comme ça, il n'y a pas à chercher. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de Teddy. Vous me dites s'il y a encore d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la liste? Est-ce qu'il y a une liste des croyances centrales négatives? Alors, il n'y a pas vraiment de liste, mais je pense que je vais bientôt la faire. Parce qu'on me le demande souvent. Ce n'est pas Iris Marr, c'est toi, tu as une liste. J'ai un outil qui peut mesurer quand même les croyances centrales qui a été développé récemment en anglais et en portugais, mais on n'a pas ça en français. Je peux le traduire. Si tu nous l'envoies ou si tu me l'envoies, je peux le traduire et je le mettrai à disposition aussi sur mon site. Parce qu'on me pose souvent la question. De toute façon, j'ai mis là sur le lieu de la thérapie cognitive processuelle en anglais, c'est mon site. On peut trouver des choses là-bas aussi. Il y a énormément de ressources aussi sur le site d'Iris Marr. Super. Bien. OK. Est-ce que vous avez encore des choses à dire, des questions? Il y avait une question sur le niveau 3. Il me semble que je l'ai vu passer sur comment on active la croyance centrale négative, il me semble. Je l'ai vu passer. D'accord. Alors, ça c'est compliqué de vous dire ça comme ça en 5 minutes. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, la TCP est très socratique. C'est-à-dire que, en gros… Pardon. Excuse-moi, c'est pas exactement ça. Ce sera pas la question à répondre. Excuse-moi, je l'ai retrouvé. C'était du coup, quelle méthode réussit-on pour identifier la croyance centrale négative? Quelle méthode on a pour identifier la croyance centrale négative? Ouais. Oui, c'est ça, ça revient à ça. C'est-à-dire, c'est une méthode de questionnement socratique. C'est-à-dire, dans la TCP, ce qu'on apprend à faire finalement, c'est l'art de poser les questions de la bonne manière, au bon moment au patient, au moment où il est prêt aussi à réfléchir à tel et tel sujet, pour qu'on puisse avoir un recueil de données, un recueil d'informations le plus précis possible au bon moment pour avancer pas à pas. Donc, au moment où on travaille le niveau 3 du diagramme, c'est le moment où on va déployer beaucoup d'énergie
parfois, on a besoin d'ailleurs comment dire ça, de plusieurs séances pour ça. On n'y arrive pas forcément tout de suite. Pour que les résistances inconscientes du patient cèdent, pour que la croyance centrale négative qui se passe à un niveau inconscient puisse être mise à jour. Et ça, c'est un moment qui est très important parce que c'est le moment qui va nous permettre de dire qu'est-ce qu'on va travailler finalement, c'est ça. Et si on a la bonne croyance qui émerge, alors on aura le plan thérapeutique qui va tout de suite découler derrière. Donc, avec la pratique, c'est de plus en plus facile, forcément. Au début, les collègues, c'est peut-être la partie la plus difficile quand on démarre. Peut-être qu'il y a certains qui peuvent le dire parmi vous, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui démarrent là en ce moment, ou qui ont démarré il n'y a pas longtemps. Mais au début, c'est ce qui est le plus difficile de faire émerger cette croyance centrale négative, parce que ça se situe à un niveau profond chez le patient et parce qu'il y a tout un tas de mécanismes de résistance naturels qui sont là. Mais avec la pratique, on y arrive et surtout, on s'entraide. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas tellement dit aujourd'hui, mais les personnes qui se forment à la TCP, on est, comme vous le voyez, il y a une communauté un petit peu et on s'entraide. On a un groupe Facebook également. D'ailleurs, Iris Mar, si tu as envie de venir discuter avec nous sur le groupe Facebook, tu seras bienvenue parce que dès que quelqu'un, justement, a une difficulté, a du mal à faire quelque chose, il pose la question et bien sûr, on répond et on réfléchit ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très sympa aussi d'être dans cette réflexion commune, dans ce travail commun. Et donc, on ne reste pas bloqué avec ça. Mais voilà, en tout cas, c'est tout un art, on va dire. Hein, tout un art. Il y a un petit élément aussi, je ne sais pas si c'était dans la question, le fait d'identifier, savoir est-ce qu'on a vu, comment est-ce qu'on sait, je l'entendais un peu comme ça, peut-être la question si on a trouvé, je ne sais pas si c'était ça l'axe de la question, mais il y a les questions justement de demander l'adhésion, de voir quel est le degré d'adhésion au moment où on arrive à activer. C'est pour ça que je parlais des émotions tout à l'heure au niveau 3. Ça, c'est le meilleur indicateur quand même, enfin en tout cas selon moi, je ne veux pas dire de bêtises, mais là, il y aura du monde pour me corriger si je dis des bêtises, c'est quand on voit quand même qu'il y a une très forte activation émotionnelle qui se met en place lorsqu'on a touché la croyance et un degré d'adhésion au pourcentage qui est très élevé. Bon, ben là, on sait qu'on est bon, qu'on a trouvé. Ouais. Tu as une question de Ambre, Mathieu, qui te demande tu t'es senti à l'aise et efficace avec la TCP au bout de combien de temps? Ah, bonne question. Alors moi, je suis un peu du genre, ce qui peut me porter défaut, très vite. En fait, je crois que le lendemain ou le surlendemain, je faisais un procès. Soit je fais pas tout de suite, soit je fais pas. Donc, j'ai fait très, très vite me sentir à l'aise et à l'aise efficace. D'instinct, de mémoire comme ça, je dirais qu'honnêtement, dès que j'ai fait les premiers diagrammes, où j'ai vu que d'un coup, effectivement, au début, ça fait un peu bizarre, mais les émotions, elles pétaient. Et le temps de faire les procès et les étapes pour renforcer, honnêtement, dans les premières prises en charge que j'ai mis en place, j'ai déjà vu en fait que ça changeait tout. Parce que je me rappelle, je me revois au cabinet dans les couloirs dire mais merci, mais c'est hallucinant, je comprends mieux, etc. Les discussions et en supervision sur le fait que ça débloquait. Donc, je dirais en seulement quelques semaines, j'ai vraiment pu voir effectivement qu'il y avait une différence, dont avec des patients que je suivais déjà depuis un moment en fait. Donc, ça a mis un nouveau souffle. Je leur ai dit, voilà, j'ai un nouveau truc à vous proposer. Bon, je ne l'ai pas dit comme ça, mais j'ai quelque chose à vous proposer. On y va ensemble et j'ai vu effectivement que très rapidement, ça l'a mis en place. Donc, quelques semaines, je dirais, le temps de vérifier effectivement que le travail quand même commençait à porter ses fruits. Ouais. On a eu un petit mot gentil de Céline qui dit « Merci beaucoup Mathieu pour ta présentation. La TCP, c'est effectivement très efficace. Céline est formée à la TCP, même niveau 2. C'est effectivement très efficace, éclairant pour le patient et ludique. Merci encore pour ce temps d'échange et elle doit malheureusement nous quitter. » Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est sympa d'avoir les retours des collègues. Est-ce qu'en TCP, demande Stéphanie, on utilise des techniques d'imagerie comme en thérapie, des schémas? Tu peux répondre, Iris Mar, je te vois hocher de la tête si tu veux bien. Oui. Oui, en fait, la TCP a été développée d'une façon très, très structurée, mais on peut faire des exercices d'imagerie.
Et alors, par exemple, quand le patient parle de lui-même ou elle parle d'elle-même, en général, elle parle dans la troisième personne. Elle peut se voir en tant que procureur, en tant qu'avocate, etc., etc. Mais on peut encore utiliser par exemple, il y a des techniques quand on utilise, par exemple, la chaise vide, où vraiment on demande au patient de s'imaginer assis ou assise dans une autre chaise et décrire la personne de l'autre côté et parler avec cette personne. Ce sont quand même des techniques qu'on utilise d'imagerie. Oui, ouais, tout à fait. Et on utilise aussi une technique de pleine conscience qu'on appelle la métaphore du voilier, qui est également très puissante pour travailler au niveau métacognitif, pour aider les patients à prendre de la hauteur, etc. Enfin, énormément d'outils. Alors, Evelyne nous demande, pouvez-vous nous donner quelques infos concernant le procès? Alors, le procès, c'est une métaphore, une grande métaphore géante qui va partir du diagramme. C'est-à-dire, lorsqu'on a mis à jour la croyance centrale négative, par exemple, je suis incompétent, on va considérer que cette croyance centrale, c'est comme une auto-accusation. C'est comme si le patient, depuis sa plus tendre enfance, s'auto-accusait d'être incompétent. Et quand Iris Marr a mis en place cette approche, c'était après avoir lu le roman de Franz Kafka, Le procès. Et pour faire l'analogie, il faut raconter juste en 2 mots l'histoire du procès de Kafka, où le personnage principal, s'appelle Joseph K., apprend qu'il est accusé, mais sauf que pendant tout le roman, il ne sait pas de quoi il est accusé. Et il essaye de savoir ce qui se passe, mais il ne peut pas se défendre parce qu'il ne sait pas de quoi il est accusé. Donc, il ne peut pas avoir un avocat qui va le défendre. Et à la fin du roman, il est condamné à mort et ça se termine très mal pour lui. Eh bien, l'analogie avec nos patients, elle est là. C'est-à-dire de dire que finalement, nos patients, ou même nous-mêmes, on a tous des croyances centrales négatives sur nous-mêmes, évidemment, pas que nos patients. Mais n'empêche que ces croyances centrales peuvent être assimilées à des auto-accusations. Je m'auto-accuse d'être incompétente, par exemple. Et donc, la métaphore du procès va mettre en accusation cette croyance. C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ou pas si je suis incompétente? Et le patient va donc, dans un jeu de rôle, devoir se décentrer et jouer tour à tour plusieurs rôles. C'est-à-dire le rôle de lui-même accusé, le rôle d'un procureur qui, justement, va venir en rajouter une couche et l'accuser il va expliquer pourquoi il est incompétent, etc. Mais après, il va y avoir un avocat que le patient va jouer aussi, qui va défendre, qui va amener des preuves que cette accusation ne tient pas la route. Et au final, comme dans un procès, il y aura aussi un jury, des jurés, qui sera le patient et nous-mêmes, qui allons jouer ce rôle de juré, qui vont venir regarder le procès et dire est-ce qu'on a des preuves ou pas, ou est-ce qu'on a des distorsions cognitives? Si on a des distorsions cognitives, alors on n'a pas de preuves, etc. etc. Et de là va émerger une croyance centrale positive. Une fois que le patient aura été la plupart du temps acquitté, puisque le procureur qui cherche à prouver qu'il est incompétent n'aura pas réussi à le faire, parce que le procureur va faire des distorsions, évidemment, et ne pourra pas prouver cela, alors le patient va se rendre compte que finalement, sa croyance centrale négative repose sur des processus dysfonctionnels que sont les distorsions cognitives. Et dans ce cas-là, va prendre conscience que ça repose sur rien, finalement. Et de là va émerger une croyance centrale positive qui va venir substituer à la croyance négative. Et après, il y a tout un travail qui continue également. Il va y avoir plusieurs procès, des appels du procès, puisque le procureur va perdre. Donc, il va faire appel, etc. Jusqu'à ce que le patient lâche l'affaire, c'est-à-dire ne croit plus à cette croyance négative et puisse activer la croyance positive, comme vous l'a montré rapidement tout à l'heure, Mathieu, dans le cas clinique qui vous a présenté. Voilà, pour répondre, Evelyne, à ta question sur le procès. C'est vraiment une métaphore extrêmement puissante qui permet justement à travers le jeu, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, de faire de la thérapie à un niveau vraiment très profond. Alors, Lise nous demande, désolée, j'ai loupé le début, donc peut-être que cela est expliqué, mais par quelle méthode réussit-on à identifier la croyance centrale négative? Lise, je t'enverrai le replay si tu le souhaites, envoie-moi un petit message. Tu verras le début. Mathieu explique vraiment
très bien comment il utilise le diagramme de conceptualisation pour faire émerger, pour identifier la croyance centrale négative. Donc, c'est là encore tout un processus structuré qui permet ça. Voilà, je ne sais pas si j'oublie des questions ou pas, mais N'hésitez pas à les copier-coller, peut-être à les relancer pour qu'on les voit, hein, s'il y en a une qui est passée qu'on n'a pas vue malheureusement. Ouais. Je pense que… La reconnaissance au niveau 3 aussi, elle est très intéressante pour beaucoup de patients et de patientes. Quand je pense à une patiente qui m'a dit ça cette semaine, où elle est revenue en fait après avoir fait un diagramme et je lui avais demandé de vérifier un peu, de confirmer dans les situations s'il n'y avait pas quelque chose qui s'activait. Puis elle est vachement rigolote. Elle revient, elle me dit mais en fait, ouais, j'ai réfléchi à ce qu'on a fait la dernière fois et c'est exactement ça en fait. Et elle était choquée. Elle me dit mais c'est hyper abusé en fait d'être aussi violent envers soi-même. Et c'était hyper intéressant, en fait, ce retour. Déjà, elle est super rigolote, cette patiente, elle est touchante, mais c'était hyper intéressant parce que ça permettait de voir aussi que des fois, c'est tellement déconnecté avec tous les mécanismes de défense, tous les comportements de sécurité qui ont été mis en place pendant des années, que rationnellement, ça ne tient plus la route, en fait, l'accusation. Or, elle existe bel et bien parce que quand on y touche, alors là, les émotions, ça explose. Et ça, c'est très intéressant. Donc, cette avant-après formation m'a permis de mieux comprendre pourquoi des thérapies uniquement rationnelles, au bout d'un moment, ça va bloquer. Il va falloir aller chercher ce qui se passe au niveau émotionnel. Très bien, vous avez peut-être faim, il est quand même tard. Donc, sauf s'il y a une dernière petite question. Mais si ce n'est pas le cas, écoutez, en tout cas, un grand merci à vous tous et toutes d'être venus. Et je te remercie, Anne-Françoise, de m'avoir invité. Ça a été pour moi un grand plaisir de savoir que en France et dans les pays de langue française, tu es la personne qui fait en sorte que ça soit quand même, que ça grandisse et ça me met quand même très heureux. Merci. Oui, et oui, c'est un gros boulot, mais c'est avec bonheur et ça vaut le coup et on a envie de partager vraiment. Quand on a l'impression d'avoir un petit trésor entre les mains, on a vraiment envie de le partager. Donc, puis surtout, on se dit que quand on le partage, il y a plein de patients qui vont aussi en bénéficier. C'est ça surtout et c'est pour ça qu'on a choisi ce métier. Et il faut écrire le livre. Oui, je sais. J'ai tout le temps ça en tête, tu sais, Irismar, je sais. Je te le dis à chaque fois, je vais le faire un jour. Ben oui, merci Evelyne. Oui, ben oui, tu démarres. Toi, ça fait 1 mois que tu as commencé et j'imagine que ça te redonne encore une motivation pour continuer, pour aller au bout. Eh ben, merci à tous. Merci aussi dans le chat pour tous ces retours qui nous font vraiment chaud au cœur parce que merci beaucoup. Voilà, au revoir. C'est ça qu'on veut faire. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là ce soir et très bonne soirée.